on a vraiment développé ça avec Stogil, on s'est dit c'est pareil, il ne faut pas multiplier en fait les personnages, il vaut mieux développer Stogil et avoir cette figure qui est un peu justement une sorte de grand frère ou de père de substitution, puisque justement Malacène n'en a pas, et en même temps un ami, on comprend qu'il est proche aussi, voilà, il connaît un peu la famille, tout ça, mais du coup on prend ce genre de choix. Et ça, sur le plan de l'adaptation, c'est très intéressant, cette question de suppression de certains personnages. Parce que, littérairement, je peux tout à fait flanquer autant de personnages que je veux, puisque ce sont des mots. Ce sont des mots. Alors, certains mots, en fonction, par exemple, comment naît le nom d'un personnage, pas nécessairement, on prend un nom, mais non, parce qu'à ce moment-là de la phrase, au moment où il apparaît pour la première fois, nominalement, au moment où on le nomme pour la première fois, l'auteur a, à ce moment de la page, besoin de 3 syllabes. Une syllabe colorée, une autre frappante, etc. Et ce qui devienne le nom, par hasard, parce qu'à ce moment du texte, ce nom-là s'impose poétiquement, c'est le nom. Et s'il s'impose poétiquement à l'auteur, c'est qu'il va aussi s'imposer poétiquement au lecteur. Et ça ne mange pas de pain, ça fait un personnage de plus, très bien, qui a un nom comme ça. Hop, quand le nom revient, le lecteur... Mais au cinéma, si tu dois incarner tout ça, c'est un nombre de personnages énorme. C'est toute la grande différence entre les mots et les images. Les images en matière de réel doivent convoquer un nombre de gens physiquement. Ça, le roman, non. C'est bon. J'ai une question pour vous. Il n'y a pas grand-chose à voir avec le film, mais vous avez parlé de votre frère, vous avez parlé de Belleville, de plein de choses. À quel point est-ce que vous vous inspirez de vous-même pour C'est le décor immédiat. C'est-à-dire que si tu écris un roman urbain qui se passe en ville, tant qu'à faire, qui se passe dans ton quartier, hein, t'as qu'à regarder par la fenêtre, et Belleville, c'est mon quartier depuis 1969. Donc, c'est ma vie, c'est vraiment ma vie, depuis toujours, enfin depuis que je suis adulte, quoi. Ensuite, la personnalité du frère, de ce frère que j'ai perdu, ça c'est autre chose, c'est plus profond, c'est une toile de fond, c'est une éthique. C'est-à-dire que j'ai vécu au contact d'un garçon qui, sans faire de vagues, m'a imposé son éthique. C'était pas de l'imposition, c'était de l'exemple, c'était un exemple. Une espèce de transmission quotidienne qui allait comme ça au jour le jour, sans jamais, sans point d'exclamation, je ne pense pas qu'il m'ait jamais donné un ordre de sa vie. C'était pas le genre. Mais c'était un exemple, et c'est un exemple d'un courage incroyable. Parce que dans le monde relationnel que nous vivons, ne serait-ce que, y compris dans un pays en paix, les rapports commerciaux, les rapports, etc., tout est extrêmement tendu, extrêmement brutal, et encore une fois, la gentillesse permanente là-dedans, sans jamais se foutre en rogne, sans jamais envoyer le coup de boule. Tu as très envie, très souvent. Et quand je dis que j'obéissais à mon père, c'est pas vrai, parce que jusqu'à 19 ans, j'étais pensionnaire et je réglais mes problèmes le plus vite possible. Donc physiquement. Et puis un jour à 19 ans, j'ai arrêté définitivement. Mais pour vous donner un exemple de la bonté active, notre petit village, on arrive en bagnole avec la 2 chevaux, puis il y a une énorme Mercedes qui est garée au milieu de la route. Alors on descend, on va voir le premier magasin qui se trouve, c'est Albertine, la boulangère. Dis donc Albertine, tu ne saurais pas qui est cette voiture? Ah ben je crois qu'elle est au monsieur, dit-elle en désignant un client. Et le monsieur lui dit, il y a juste un petit... Le monsieur c'était une baraque. Lui tout seul, il remplissait le magasin.
Elle dit, mais il y a une place à côté. 30 cm de front. Il y a une place à côté avec un petit parking. Parce qu'il y a la queue, là, les gens commencent à rouspéter. Le mec se retourne et nous agonie d'injures. En disant, oui, les Français, toujours pareil, on n'est absolument pas accueillants, alors que si on vient chez vous dépenser notre argent. Je me dis, oh merde, on est là pour un quart d'heure. Plus de ça, c'est un balèze, on ne peut même pas lui rentrer dans l'âme. Et mon frère, qui était maigre comme ça, dit, vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Alors écoutez, nous sommes désolés de vous mettre dans une pareille situation. Alors, soyez gentils, l'année prochaine, restez chez vous et envoyez-nous un chèque. Fin de la discussion. Sauf que, entendant ça, évidemment, j'ai commencé à chercher tous les objets qu'on tombe dans. Je me suis dit, ce mec-là va lui sauter dessus, et comme c'est une allumette, il va le pulvériser. Donc, préparons-nous à mourir glorieusement. Mais c'était ça. Et c'était ça tout le temps. La façon de résoudre les conflits par l'humour. Pourquoi je raconte ça? C'est pour répondre aux frères. Oui, c'est ma toile de fond, quoi. Ce frangin-là, c'est ma toile de fond. Vous êtes inspiré de personnages que vous avez autrement? Alors non, mais le personnage de Thérèse était une de mes copines en philo, en terminale, qui était branchée sur les astres. Mais vraiment, vraiment. Elle nous disait, enfin je n'ai plus le langage, mais tout le langage est dans Au bonheur des ogres. Elle disait, machin, qui est une telle maison, on a Transit de Saturne sur Saturne radical, etc. Ça va créer des histoires terribles. Et alors, elle nous disait Linda Mann, elle regardait la main, elle faisait merde alors. Elle est tombée dans les pommes. Qu'est-ce qui va nous arriver? Sinon je ne peux pas te dire. Ça c'était Thérèse. Clara, j'étais prof. Moi j'ai été prof pendant 30 ans. Et Clara était en seconde. Alors un des avantages du métier de prof, c'est qu'un prof marié qui fait des enfants, il a plein de babysitters. Le samedi et dimanche parmi ses élèves. Et Clara était une fille de seconde qui était absolument frappante par le calme qu'elle propageait en se déplaçant. C'était inouï. Bon, moi je travaillais avec des enfants en difficulté, voire grande difficulté scolaire. J'avais une classe, la classe où était Clara, qui était un bordel absolument monstre. Et quand elle arrivait, la paix, au fur et à mesure qu'elle arrivait, les situations s'apaisaient. Et quand elle venait le samedi soir à la maison garder notre enfant, qui était d'ailleurs assez calme et qui aime pleurer de temps en temps, on lui collait dans les bras, ploup, sommeil immédiat. Et elle avait cette voix, une voix très basse, une vraie voix et très de velours, quoi, vraiment quelque chose de doux et de bas. Alors voilà. Le Stojilkovic était un ami serbe, croate, et pour le moquer un peu, j'en ai fait un serbe. C'était avant la guerre. Parce que tout ça aussi... c'est que Emil Kusturica il était serbe et après il est parti en Croatie. Voilà. C'était ça hein, aussi. Il y a aussi la chose que vous ne trouverez pas dans le film de Nicolas, c'est évidemment le tissu social et politique de l'époque. Par exemple, il y avait on vivait dans un univers très politisé. Malocène montre que dans Au bonheur des ogres, il y a une manif dans le magasin, une manif CGT. Il y a plusieurs fois, il est fait allusion au Parti communiste, qui n'existe plus, comme relique. Il y a beaucoup de choses sur... Bon, et il y a ce vieux Stojil, lui était un homme qui s'appelait Dinko Stambak, qui était un poète, qui avait été moine en Croatie, jusqu'au jour où il est tombé dans son couvent sur le Candide de Voltaire. Alors vous vous en foutez, Candide, c'était un classique qui vous a cassé les pieds. Lui, il a lu ça, il a défroqué, il est sorti du couvent, il est rentré au Parti communiste. Et il s'est engagé contre les nazis. Il s'est engagé contre les nazis, donc il fait une guerre terrible contre les nazis et les oustachis. Et puis ensuite, il s'est bien comporté dans cette guerre,
Tito, c'est-à-dire le Parti communiste yougoslave de l'époque, l'a envoyé faire des études en France. Il a fait ses études en France. Il s'est fait virer de son parti communiste. Et il est devenu professeur dans un hôpital de jour, avec des enfants autistes, auxquels il apprenait le grec ancien. Moi je disais, mais Dinko, vraiment, il a déjà des difficultés de communication. Pourquoi leur apprendre le grec ancien? Il dit, mon petit, tant qu'à ne pas communiquer, faisons-le en grec. Et comme il avait du génie, c'était un génie pédagogique absolu, les enfants lui parlaient grec. Et ils parlaient grec entre eux. Parce que je voulais travailler en fait avec eux, je voulais travailler avec ces enfants, mais c'était beaucoup trop difficile, beaucoup plus difficile que les bandits dont je m'occupais. Et donc voilà, ça c'était Dinko. Autre anecdote de Dinko, on joue aux échecs, comme avec Malocène, on joue aux échecs, et téléphone sonne. Il répond 2 mots, il raccroche, et sa femme et sa fille qui est en pied d'un côté se marrent. Je dis, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, c'est mon père, il est très vieux, il me téléphone de mon village d'Imotsky, et tous les coups de téléphone commencent par la même phrase. Il me dit, papa, il me dit, Dinko, toi qui es savant, dis-moi. Et là, il me dit, Dinko, toi qui es savant, dis-moi. Quand je pisse, ça me brûle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui ai répondu, papa, ne pisse plus. Et c'était ça en permanence. Autre jour, on joue aux échecs, puis j'ai arrêté parce qu'avec Dinko, on peut parler jusqu'à 5 heures. Le téléphone sonne, il dit, ah, c'est mon petit-fils. Il vient de naître. Ah bon, il t'appelle déjà? Non, c'est la maman qui m'appelle. On va aller lui dire bonjour à l'hôpital. Tac, court à l'hosto. Et en effet, sa fille, que je connaissais bien, fait petit. Alors, vous savez comment sont les hôpitaux, comme en tout cas ils étaient à l'époque, les nouveau-nés, on les mettait dans des aquariums, ficelés comme des rôtis, comme ça. Et Dinko était debout au-dessus de l'aquarium et regardait ça, très sérieux, comme ça. Et la petite derrière dit, oh, papa, papa, comment il est? Papa, il est si moche que ça. Et à moi, il me dit, il a des grandes mains, non? Spécialiste en nourrisson. Ouais, il a des grandes mains. Il me dit, ce sera un voleur. Alors, à ce moment, sa fille dit, papa! À ce moment, il se retourne, il dit, mais ne t'inquiète pas, ma petite, il a des grands pieds aussi, la police ne l'a pas. Alors, ça, c'était le modèle de... La reine Zabo était une éditrice, une amie à moi, qui avait le même caractère que la reine Zabo, avec laquelle on s'engueulait très souvent, chez qui j'avais publié 2 livres pour les enfants, un qui s'appelle Cabo Caboche et l'autre s'appelle L'œil du loup. Et L'œil du loup est, c'est mon œuvre gigantesque, le livre que je préfère. Et elle ne voulait pas le publier. Tu nous emmerdes avec tes contes. C'était la reine Zabo. Donc et voilà, c'était beaucoup d'amis. Donc j'ai récupéré pas mal de questions sur la page fan du film. Tout d'abord, ils tenaient tous à vous remercier, à la fois Daniel Pénac et Nicolas Barry, d'avoir adapté la saga Malocène à l'écran. Ils sont tous très enthousiastes à l'idée de découvrir le film. Je vais commencer avec une première question. Le Monde de Noir, c'est un blog qui a posé cette question sur la page de fans et qui demande quels sont vos modèles du genre dans le type adaptation cinéma. Aux deux? À vous deux. La nuit du chasseur. Amadeus, c'est noté du pièce de théâtre. C'est pas qui est. Peter Schaffer. D'accord, ok. Ça me fait tout ça. J'ai une seconde question qui est très précise. C'est Nadine qui se demande pourquoi les lunettes du petit ne sont pas roses dans le film.
Bien, en fait, le petit. Parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il m'a trahi. Voilà pourquoi les lunettes ne sont pas roses. J'espère que ça va pas l'empêcher d'aller voir le film quand même, mais en fait le truc c'est qu'effectivement on a rajouté des sonotones au petit, avec toute cette idée où les frères et sœurs quand ils disent des gros mots ils coupent le sonotone pour que lui soit un petit peu dans sa bulle et soit protégé des gros mots. Ce qui est d'ailleurs rigolo c'est qu'il y a une vanne à un moment où il dit un gros mot, il dit tu me prends pour un con à la fin du film, et du coup c'est tellement inattendu parce qu'il a l'air d'être tout gentil. Et c'est vrai qu'on avait trouvé des sonotones dans les couleurs mauves. On voit en fait. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal qu'il ait les lunettes avec la couleur du sonotone. Et deuxième raison, c'est que je trouvais que bon, il avait déjà sa bouille, qu'il a des bonnes joues un peu roses et tout. Et voilà, en fait, c'était au niveau de direction artistique, je trouvais que ça collait bien avec la gamme mauve. Ok. Vous n'en voulez pas? Il y a une petite question, mais on a déjà répondu, donc on va passer très brièvement dessus. C'est pourquoi Raphaël Personnaz parce qu'effectivement, il y a des fans sur la page qui ont très vite compris que vous l'avez déjà rencontré sur le tournage de la première fois que j'ai eu 20 ans. Mais c'est vrai que c'était vraiment par rapport à le fait de le redécouvrir, de découvrir son potentiel en fait de comédie et d'énergie qu'il avait dans La Princesse de Montpensier, de voir qu'en fait il allait vraiment pouvoir ramener au personnage ça et puis c'est un très très bon comédien, c'est un très très gros travailleur aussi. Il a fait un vrai boulot de fond sur le rôle en trouvant aussi une démarche, en une façon de mettre les mains un peu dans les poches, les épaules un peu refermées quand il se fait engueuler. Il a un petit accent très léger, un peu parisien, mais très 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 dilué, donc ça se sent pas. Mais il a vraiment fait un boulot d'implication très 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 important. Ok. Donc j'enchaîne avec 2 dernières questions. Alors il y a une fan qui disait retrouver qui voulait savoir si on allait retrouver le côté un peu noir et grinçant qu'elle connaissait dans le roman. Et ou sinon, si vous avez plutôt préféré l'aspect vous concentrer sur le potentiel humoristique et comédie. Disons qu'en fait, il y a deux choses. C'est vrai que moi, quand je commençais à dire que j'allais adapter au Bonheur des Ogres, souvent je questionnais les gens autour de moi et tout le monde l'avait soit lu, soit connaissait bien l'univers de Daniel Pénac. Et spontanément, les gens me disaient ah, Bonheur des Ogres. Et il y avait vraiment un truc d'un souvenir positif. Donc, il y a une dimension sombre qui est déjà dans le titre et qu'on n'a pas enlevé du film. Mais déjà, je me suis dit, globalement, j'ai envie que ce soit vraiment un film où on passe un chouette moment parce que, justement, il y a ce côté kaléidoscopique au niveau des sensations, il y a ce côté très coloré, très énergique, très fun. Et donc, du coup, la deuxième chose, c'était de se dire, du coup, les images peuvent vite être choquantes. C'est-à-dire que si on commence à être un peu plus jusqu'au boutiste dans la dimension plus sombre, on peut arriver au moment où ça devient brutal. Et je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'aller au stade où à un moment, tout d'un coup, on va se demander dans le film où on est, quoi. On est en train de s'amuser, on passe un bon moment, mais tout d'un coup, il y a un truc qui nous met vraiment mal à l'aise. Et en fait, du coup, il y aurait pu avoir un truc où on sortait du film à ce moment-là, parce qu'on ne s'y était pas préparé, en fait. Parce que le film n'avait pas cette couleur-là globalement. Donc ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est que pour moi, dans les contes, quand on parle par exemple des ogres qui mangent les enfants, ça peut être justement à l'image de choses beaucoup plus réelles. Et pour moi, l'ogre qui mange les enfants, ça peut être une symbolique de choses extrêmement concrètes. Et du coup, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans le film, on va laisser la possibilité à ce que des jeunes puissent aller voir le film en ayant en fait des degrés de lecture différents en fonction de si on est un adulte ou si on est un plus jeune. C'est vrai que moi, j'ai fait là ce week-end des rencontres avec des élèves. Bon, il n'y avait pas les mêmes questionnements là-dessus pour les élèves de 5e et de 3e. Ce 3e, à un moment, il y en a un qui a pris le micro qui dit bon, alors c'est des pédophiles, les ogres. Je dis bah oui. Celui de 5e qui m'a posé la question, j'ai été plus doux dans ma réponse. Parce que je ne sais pas où il en est des discussions avec ses parents là-dessus, mais je préfère qu'il aille poser la question à ses parents et que ce soit à l'image des contes, en fait. Une aventure initiatique qui fait qu'on comprend des choses et qu'après on se questionne. Et pas que ça soit forcément un truc qui soit... Voilà. C'est un peu les raisons. Ok. Oui, donc vous parlez des ogres pour les contes, mais au bonheur des ogres, ça peut penser au bonheur des dames. Est-ce qu'il y a alors il y a de grands magasins, est-ce que votre titre était choisi Quand
quand je suis arrivé à la série noire avec ce bouquin, ça s'appelait Le bouc émissaire. Et, mais comme le livre de René, il y avait un livre de René Girard, René Girard, qui est un philosophe, qui s'intitulait Le bouc émissaire, je l'avais appelé tout à fait provisoirement. Parce que tout ça, cette histoire du bonheur des ogres, sort d'une lecture que j'ai faite dans les années 80, qui est une pure lecture philosophique de René Girard, qui est un philosophe qui a théorisé sur la bouc émissarisation. Je vais vous la faire brève parce que c'est assez complexe sa pensée, mais en gros, il estime que tout groupe humain se solidifie se constitue par expulsion de l'un des siens qui est chargé de tous les défauts du groupe. Et il explique, par exemple, que dans la civilisation judéo-chrétienne, le personnage du Christ, c'est précisément ce personnage que la communauté exclut de son rang, qui est sacrifié. Puis une fois qu'il est sacrifié, il y a un désir mimétique et une sorte de remords et une sorte de reconnaissance des qualités réelles de ce personnage qui fait qu'il est divinisé, une espèce de double mouvement comme ça. Et alors, cette théorie m'avait absolument passionné. Je me dit, c'est absolument vrai. Tant plus que comme prof, mon premier boulot quand je rentrais dans les classes, c'était d'éviter que vous ne bouc émissarisiez un des vôtres. Que la classe sur laquelle dont j'avais la responsabilité ne fonctionne sur ce principe de bouc émissarisation. Et ça, depuis ma première heure de cours. J'ai toujours pensé à ça. Au point de distribuer chaque jour le rôle du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on changeait. Je disais, si aujourd'hui il n'y a pas de craie pour le tableau, c'est de la faute de Christian. Si Nathalie n'a pas fait son devoir, c'est de la faute de Christian. Si je me réveille de mauvais poil, c'est de la faute de Christian. Et puis chaque jour on changeait. Donc je jouais beaucoup avec cette idée. Pourquoi est-ce que je suis parti sur le bouc émissaire? Parce que vous disiez qu'au début, votre roman s'appelait... Voilà. Et donc, en cherchant, je me suis dit, le magasin, au bonheur des ogres. Une histoire cette histoire de secte de 14, de gens qui, en effet, dévoraient les enfants, quoi. Donc, aucun rapport avec le bonheur des dames de Zola. Si le fait que je connaissais le titre, et que c'était un magasin, Voilà. et que j'aime bien Zola. Mais oui, c'est un emprunt littéraire avec, puis accolé. Et ensuite, le principe d'accoler deux mots antinomiques, comme l'a souligné Nicolas, ogre et bonheur, c'est un principe que j'ai ensuite conservé. La fée carabine, fée une carabine, c'est un terme antinomique. La petite marchande de prose aussi. Oui, parce que dans la petite marchande de prose, mais là encore, voilà des choses que vous ne pouvez absolument pas percevoir. Comme quoi, non mais le monde change. Le mot prose, dans les années 50-60, c'était un mot d'argot qui signifiait le derrière. Prose, c'était le cul. Et la petite marchande de prose, du coup, ça avait un double sens, mais pour simplement des vieux croutons des années 50 qui comprenaient encore dans les années 80. Et il y en a un qui m'a croisé, qui m'a dit « Tu crois que tu m'as trompé avec la petite marchande de prose? Je sais très bien ce que c'est que le prose, moi. » Et donc il y avait cette antinomie entre petite marchande et prose. Tout le monde croyait que c'était la prose, la littérature. Et moi, évidemment, j'avais... Donc c'est ça, c'est des jeux de mots, quoi. C'est pas sérieux. Vous avez encore une question? J'avais une toute dernière question. Alors, c'était une fan qui se demandait si au cours du tournage, il y avait des choses que vous avez souhaité voir en priorité dans le film. Oui. Ou si justement il y a des choses qui ont été plus ou moins... Moi, rien, je n'ai rien souhaité voir, rien. J'ai voulu le voir lui parce que je l'aime bien. Alors un jour, je suis allé, je me suis dit, tiens, comment il se débrouille? Le petit. Malocène. Non, je suis allé voir Nicolas, mais je n'avais pas l'idée de voir une scène plutôt qu'une autre. Je me disais comment, je me posais des questions imbéciles, du genre comment il va se débrouiller avec les explosions. Ça ne va pas être facile, faire péter des câbles téléphoniques. Mais c'était des questions de néophytes. Ok, très bien. Merci à vous.
Eh ben, merci pour vos questions. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions.